vidéo est un Fermez-la vieux dossier, une rediffusion. Cet épisode, diffusé le 23 mars 2016, est le premier d'une quasi-trilogie consacrée au film du DC Extended Universe, comprenant 2 autres vidéos sur Batman v Superman, et bien sûr l'épisode Qui a tué Justice League. Tout ce que j'ai ajouté dans cette vidéo, c'est oui, à la fin de la vidéo, je fais un pari que j'ai perdu. Donc ce que je dis à la fin, c'est révélé à côté de la plaque. Mais bon, je maintiens l'opinion que j'ai exprimée et que je développerai mieux dans l'épisode sur Batman v Superman. Aussi, je suis pas mal fier de l'intro de cet épisode qui, contrairement aux autres grosses intros d'épisodes, a été faite par moi. Donc forcément, c'est pas aussi bien fait que les intros par Sam Sodo, mais je reste satisfait du résultat. Et dernier détail, c'est le premier épisode avec un nouveau marteau, bien plus gros et convaincant que le marteau Nerf que j'utilisais jusque-là. Marteau que j'ai pu me procurer à la convention Medinasia, et depuis, j'utilise toujours ce marteau. Donc merci beaucoup à ceux qui vendaient ce modèle. Mais enfin, bonne vidéo à tous! C'est trop nul parce que c'est tout gris. Oh mon dieu, Superman a tué Zod, ce film est trop nul. Superman 4 était carrément mieux parce qu'au moins dans Superman 4... Mais j'ai préféré Ghost Rider de toute façon. À l'occasion de la sortie de Batman v Superman Dawn of Rise of Origins of bande-annonce de 2 heures pour le film Justice League qui sortira dans 1 ou 2 ans, film que j'attendais... que j'attends plus maintenant qu'il est sorti. On va parler du très chipoté premier film de DC Cinematic Universe, Man of Steel. Bon, avant toute chose, je précise que même si c'est mon film Superman préféré, je n'irai pas à dire que c'est le meilleur film Superman, ni même le meilleur film de super-héros de tous les temps, je me dois d'être objectif. Il y a des défauts, principalement la narration qui manque de développement, qui peut être très problématique pour ceux qui n'y connaissent rien en Superman. À savoir, 2-3 mecs dans une grotte au pôle Nord, mais bon, c'est pas le sujet. Quand tu racontes une histoire, tu comptes pas sur le fait que tout le monde la connaît déjà. Tu la racontes au mieux. Même si ça te demande 3 films, au moins tu bâcles rien, quoi. Superman 1 de Richard Donner et Superman Returns de Bryan Singer sont bien meilleurs. Mais j'aime quand même ce film, car c'était le Superman que j'espérais voir, le Superman avec des combats dignes de la série animée de Bruce Timm, titanesque, puissante et créative, et parce que ça met le personnage et sa philosophie dans une situation où il est totalement remis en question, et où son positivisme de Boy Scout lui pose plus problème qu'autre chose. Je ne suis pas aveugle aux problèmes du film qui sont assez importants, mais ce que vous critiquez depuis la sortie du film, en fait... c'est du chipotage et de la différence de goût que vous essayez d'imposer comme des trucs universels. Et il est grand temps de faire taire toutes ces critiques trop répétées et totalement à côté de la plaque. Ça tombe bien, j'ai fait une liste. Cette critique-là, soyons honnêtes, c'est purement subjectif. C'est du niveau du « Oh, j'aime pas quand la caméra tremble trop » et du « Oh, c'est tout gris, j'aime pas le gris, j'aime pas cette couleur » alors que concrètement, ça n'entache pas du tout les qualités du film. Ça va même dans le sens de ce qu'a raconte le film. Déjà, la caméra tremblante. Même moi qui déteste cette gimmick, y compris dans des films que j'adore, ça ne m'a pas gêné une seule seconde. Car contrairement aux autres films utilisant cette technique de mise en scène, je n'ai pas perdu une seule seconde le fil de l'action. C'était tremblant, oui, mais clair. Probablement dû à l'utilisation d'images de synthèse qui du coup permet de mieux contrôler l'action et la mise en scène. Du coup, les scènes d'action gagnent en percutant et en violence, mais conservent la clarté et la qualité des chorégraphies en situant bien comme il faut la caméra pour profiter de l'action. Bien joué sur ce coup, Snyder. Pour le coup, je te pardonne Sucker Punch. Et pour les scènes de discussion où la caméra continue à remuer, une fois de plus, ça m'a pas gêné, car le plan reste clair, suffisamment posé, et surtout ça accompagne le sentiment de perdition émotionnelle de certains dialogues. Quant à la couleur du film, oui, j'ai vu la vidéo du mec qui a recolorisé Man of Steel, et oui, ça me plairait de voir une version avec un peu plus de couleur. Mais le truc, c'est que... on perdrait un peu de la symbolique du film, quoi. Oui, la couleur dominante du film est gris, car justement, tout le film, c'est Superman qui essaye d'apporter des couleurs à ce monde, le guider vers la grandeur, et c'est parfaitement illustré par le fait que tout est gris, sauf lui, et sa cape rouge flamboyante.
J'aime bien aussi le fait que les scènes sur Krypton dégagent un rouge chaleureux, rouge comme le soleil de cette planète, et que les scènes sur Terre varient entre le gris et le bleu grisâtre, bleu comme la Terre bien sûr, mais surtout créant un sentiment d'écart avec ce monde. Ce que ressent très probablement notre cher Superman, et qui indique que malgré l'aspect réaliste du film, ça reste un film de comic book avec son style graphique. Donc oui, c'est normal de ne pas aimer le fait que la caméra tremble pas mal et le fait que le film est majoritairement gris, mais ça n'en fait pas forcément un mauvais film, c'est juste une différence de goût, donc s'il vous plaît, lâchez un petit peu l'affaire, quoi. Un autre point qui n'est qu'une question de goût, l'utilisation d'une narration non chronologique. Ah ouais, c'est vrai que c'est écrit par les mêmes mecs qui ont fait Batman Begins. Beaucoup s'en sont plaints en disant qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt, qu'on pouvait tout simplement raconter l'histoire de façon traditionnelle, comme le faisait très bien le Superman de Richard Donner. Oh. Il est là le problème en fait. Parce que oui, contrairement à The Amazing Spider-Man, Man of Steel a fait énormément d'efforts dans son histoire rebootée pour ne pas recopier la précédente version. Du coup, les scènes qu'ils auraient pu reprendre dans leur histoire, mais qui étaient déjà entièrement dans la version Richard Donner, sont tout simplement virées. Ce qui est compréhensible, mais amène un petit peu indirectement au problème que j'ai évoqué sur la narration tout à l'heure. Mais bon, du coup, au lieu de refaire la scène où les Kent découvrent le petit Superman, ils refont que les séquences où ils apportent un élément nouveau, comme la séquence de Krypton qui met en place des enjeux inédits par rapport au film de Donner, ou la révélation des pouvoirs de Superman qui, ici, est amenée comme un sacré handicap, ou la mort de Jonathan que j'expliquerai plus tard. Et du coup, pour mieux colmater les fissures, au lieu de le faire de façon chronologique, on le fait par flashback, pendant que notre héros est en mode nomade anonyme pour que le spectateur appréhende à le découvrir au moment où il se découvre lui-même, tout comme Lois Lane le découvre. Donc les flashbacks ne sont qu'une narration logique pour ce que le film essaye de faire, surtout qu'ils arrivent qu'à des moments où on explique un truc par rapport à ce qui se passe dans le présent, pas comme dans Arrow par exemple. Donc ouais, on a des flashbacks. Et Lors d'un de ces flashbacks, d'ailleurs, on voit une scène où le jeune Clark Kent utilise ses pouvoirs pour sauver son bus scolaire et ses camarades. Évidemment, les enfants l'ont remarqué, et même si pas beaucoup de monde n'y croit, le bruit se répand sur les pouvoirs du petit. Jonathan, son père adoptif, en discute avec Clark, lui disant qu'il ne doit pas révéler ses pouvoirs, car les conséquences pourraient détruire sa vie, voire celle de ses parents. Sur le coup de l'émotion, Clark rétorque « Qu'est-ce que je devais faire? Laisser mourir ?» Et pendant une minute d'hésitation douloureuse, Jonathan ne trouve rien d'autre à dire que « peut-être ». Cette réponse a outré une grande majorité de fans, disant qu'ils avaient détruit le personnage de Jonathan en lui faisant dire que Clark aurait dû laisser crever des gosses. Non! Non, il a pas dit ça! Du tout! Autant les critiques d'avant, je peux accepter parce que voilà, c'est de la différence de goût et tout, ça peut pas plaire à tout le monde, mais là, cette critique-là, c'est du niveau des journalistes politiques en plein concours de mauvaise foi! C'est vraiment bon ça, hein. Par contre, j'aime pas les noirs. Le candidat à la présidentielle n'aime pas les noirs! Ne votez pas pour lui, les racistes! Ne votez pas pour lui, les racistes! Quoi? Jonathan n'a pas dit qu'il devait laisser crever les gosses. Il n'oserait jamais dire ça. Seulement Clark lui a posé une question difficile. Évidemment qu'il est fier que son fils ait sauvé des vies, mais il est obligé en tant que père de dissimuler les pouvoirs de son fils, le protégeant d'un monde pas encore prêt à les accepter, voire pire, prêt à les exploiter pour faire le mal, et aussi protéger le reste de la famille. Et surtout, on sent très clairement qu'il a du mal à donner une réponse avec la minute de silence où il est clairement hésitant. Ce peut-être montre au contraire que Jonathan est tout aussi perdu que n'importe qui face à ce genre de dilemme. Ça rend la scène encore plus belle même. En fait, cette scène résume totalement la thématique du film. Un monde sombre et pessimiste, mettant à l'épreuve un idéal de bonté. J'ai toujours pas compris ce qui vient de se passer. Je suis même pas candidat à la présidentielle, quoi. Pourquoi ce... Est-ce qu'on vient encore me confondre avec François Hollande, sérieux? Bon, là, on en revient au problème avec le film de Richard Donner. Oui, j'aurais aimé qu'on conserve la mort de Jonathan comme dans ce film, mort d'une crise cardiaque, une cause naturelle, que même Superman ne pouvait empêcher, culminant vers ce final célèbre où Superman arrive à inverser le cours du temps.
De l'autre côté, dans Man of Steel, la séquence de la tornade fut très critiquée pour 2 points. Premièrement, le fait que Jonathan se sacrifie pour sauver leur chien. Ouais, c'est bien ça. Et le fait que Clark aurait pu le sauver vite fait grâce à ses pouvoirs. Pour le coup de chien, je peux comprendre qu'il trouve ça con. Mais honnêtement, je trouve que c'est en parfaite logique avec Jonathan, un fermier qui considère ses animaux comme des êtres vivants à respecter. Donc il se sacrifie pour son chien comme il se sacrifierait pour un petit garçon. Quant au fait que Clark ne le sauve pas... Ben justement, tout le truc de la scène, c'est que Clark pouvait totalement le sauver. Il s'apprêtait à le faire même. On en revient à la problématique du peut-être. Jonathan fait tout et n'importe quoi pour protéger son fils en cachant ses pouvoirs au monde. Mais s'il ne se permettait pas de décider si des gens doivent en mourir, il peut décider de sa propre mort, pour que son fils ne soit pas révélé au monde. Et cela montre aussi une autre problématique avec Superman. Doit-il continuer à se cacher pour honorer le sacrifice de son père, ou doit-il se révéler au monde pour que plus personne ne meure parce qu'il n'a rien fait? Ce qu'il finira par faire en se révélant aux militaires, ce qui provoquera de lourdes conséquences. Le seul truc vraiment critiquable dans cette scène, en fait, c'est la façon dont la tornade l'emporte. Autant dans un film plus fantaisiste, j'aurais laissé la physique du truc pour profiter de la beauté de la scène, mais là, dans un film qui se veut réaliste, je crois qu'en vrai, sa mort serait bien moins classe. Non! Il n'a pas détruit la ville! Autant que je sache, c'est pas lui qui a balancé la machine de terraformage qui a détruit un quart de Métropolis! Je déteste particulièrement cette critique, parce que c'est du niveau des avocats dans Les Indestructibles. Vous savez, ceux qui portent plainte contre Monsieur Indestructible pour avoir sauvé la population! Résultant qu'à quelques blessures minimes et 2-3 dégâts matériels, ce qui est pourtant beaucoup moins grave que de perdre la vie! C'est une ville fictive, avec des personnages fictifs. Vous n'êtes même pas avocat. Vous ne représentez pas de vraies victimes d'un désastre. Donc arrêtez de vous comporter comme des avocats de dessins animés. Mais les plus cons d'entre eux sont de loin ceux qui disent « Oh, mais Superman aurait pu faire en sorte que le combat ait lieu ailleurs, dans un endroit désert pour être sûr de ne pas faire de victimes !» Voici quelques exemples pour démontrer en quoi cette remarque est totalement conne. Hey, Loki, et si on allait se battre ailleurs qu'à New York, genre dans le désert, pour éviter de blesser les civils et faire des dégâts matériels? Laisse-moi réfléchir. Nope! Faites péter New York! Marshall! On a reçu la traduction du message des Kaiju! Ah, alors, ils ont accepté notre proposition de continuer nos combats dans un lieu désert pour éviter les pertes civiles? Ben, je sais pas. Le message dit Tihi, haha, vous êtes sérieux? Haha, oh la vache, Clactou, viens voir le message des humains, c'est trop drôle. Rien que pour ça, on va démolir Tokyo. Fin du message. Eh, et si on prenait le cube dans un lieu désert pour attirer les Decepticons dans un lieu où on ne risquerait pas de pertes civiles? Ouais, faisons ça. Je veux dire, c'est pas comme si on allait les emmener volontairement en ville juste pour rendre la bataille finale plus cool, hein. Putain, c'est vrai ça. Pourquoi personne reproche ça à Transformers alors que là, ils pouvaient totalement choisir leur champ de bataille? Mais enfin, non. Superman ne pouvait pas faire mieux. Vous croyez que c'est facile d'amener un super soldat de l'espace hors d'une ville qu'il veut détruire à tout prix de toute façon? Surtout quand il est aussi fort que Superman, mais avec plus d'expérience au combat et surtout moins de scrupules. De plus, même durant le combat, les plus gros dégâts sont provoqués par des coups de Zod, là où Superman endommage au mieux des façades de bâtiments. Et honnêtement, après ça, qu'est-ce qu'on s'en cogne d'une putain de façade? Et surtout, ce n'est pas un défaut cinématographique. Parce que c'est totalement voulu. Tout le film sert à montrer la dure réalité de l'existence de Superman. Les dégâts astronomiques durant un combat en fait partie. Et d'ailleurs, le réalisateur Zack Snyder l'a lui-même dit dans une interview où il répond à cette critique en disant que pour lui, c'est la thèse de Superman. Que tu ne peux pas avoir de super-héros qui se battent sans avoir de conséquences. Et qu'il a toujours trouvé ça inapproprié que d'autres films de super-héros montrent des combats destructeurs sans montrer les conséquences. Là-dessus, il a pas tort. Dans les normes Marvel. Donc en fait, vos critiques ont prouvé que Snyder a réussi ce qu'il voulait faire, à savoir choquer sur la violence des combats de super-héros que vous n'aviez même pas remarqué jusque-là. Mais le point qui démonte totalement vos critiques là-dessus, la première bande-annonce de Batman v Superman confirme que c'était totalement volontaire.
La destruction de Metropolis est la cause du conflit entre les deux super-héros et des méfiances de la population et du Sénat vis-à-vis de Superman, ce qui amène notamment à Lex Luthor qui décide de le tuer et Batman de le stopper. Et si vous me dites que Superman est le genre de mec à faire attention aux pertes civiles et aux dégâts qu'il peut provoquer durant un combat, Superman n'est même pas à sa première destruction d'une ville durant un combat! Dans les dessins animés et les BD, quand Superman affronte des gros boss comme Doomsday ou Darkseid, qui nécessitent toute sa puissance, c'est comme deux éléphants qui se battent dans un magasin de porcelaine. Surtout que dans Man of Steel, on a un Superman encore inexpérimenté. Et surtout de l'autre côté, Pacific Rim où les mecs n'ont aucun remords à balancer un bateau contre un gros monstre, ça par contre personne s'en plaint. J'adore Pacific Rim. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est cool de voir une ville se faire détruire dans Pacific Rim pour ensuite dire que c'est horrible dans Man of Steel. C'est de l'hypocrisie. Donc non, il n'y a pas de problème sur ce point. C'est un problème pour la population et les personnages, mais pas pour le film lui-même. Et histoire d'en finir en beauté, le point le plus ridiculement chipoté de ce film. À la fin de leur combat, Zod, par pur sadisme, décide de s'attaquer à des humains, mettant Superman dans une situation où le seul moyen de les sauver est d'achever Zod. Ce qu'il finit par faire. Ce qui a choqué tous les fans du personnage, disant que Superman ne tue jamais et que c'est horrible de montrer ce modèle pour enfants faire une chose aussi horrible. Les mecs ils se cassent le cul à faire un film Superman pour adultes et eux ils se plaignent que les gosses vont être mal influencés par un personnage de film PG-13 et dont la suite est partie pour avoir une version longue qui sera interdite au moins de 16 ans. Déjà que les choses soient claires, Superman n'est même pas à son premier meurtre. Il a déjà tué plusieurs personnages par le passé, que ce soit dans la BD ou dans les films. Et au moins dans Man of Steel, Superman ne tue pas froidement. Il le fait après rude hésitation, ce moment lui rappelant la mort de son père. Et après l'avoir tué, il crie de douleur, parce qu'il regrette sincèrement son action, allant à l'encontre de ses chers principes et idéaux. Comparons ça à la scène de Superman 2 où Superman tue Zod, voulez-vous? Dans cette version-là, Superman arrive à priver Zod et ses fidèles de leur pouvoir, donc il peut juste leur donner une petite gifle et les mettre en prison, mais non! Il bute ses sbires, puis pousse Zod dans le vide où il meurt, soit d'une chute, soit de froid dans l'eau glacée du pôle Nord. Réaction de Superman, gros sourire, fier de lui, suivi d'une petite vanne. Excusez-moi, mais c'est encore pire dans Superman 2. Non, parce que là, il a vraiment tué volontairement, gratuitement et froidement. Et ce film-là est pour enfants. Non, parce que dans Man of Steel, il n'avait pas le choix. Même s'il pouvait sauver cette petite famille d'inconnus autrement, il aurait juste retardé l'inévitable. Il ne peut pas priver Zod de ses pouvoirs. Il n'a plus la zone fantôme pour l'emprisonner. Il ne sait même pas encore que la kryptonite existe. Et il n'a pas le temps pour chercher une autre solution pour l'arrêter. Donc, tout ce qu'il peut faire pour éviter d'autres victimes, c'est le tuer. Et le plus beau dans cette action, c'est que Zod a gagné sur ce coup. Il a réussi à détruire le Boy Scout qui était en Superman, ce qui amènera la Terre à se méfier de lui et peut-être l'amener un jour à passer de sauveur à tyran. Voilà pourquoi critiquer ce point est stupide. Le film lui-même montre que c'était mal de le tuer, mais il fallait le faire, allant dans la logique de ce monde gris dont Superman veut ramener ses couleurs. Il a échoué ici, mais peut-être qu'avec ses regrets et l'aide de deux autres idéalistes voulant rendre le monde plus juste, il y arrivera. C'est l'un des choix les plus risqués, les plus beaux et les plus importants des thématiques de ce film, voire des futurs films du DCCU. Superman n'est pas censé tuer, ouais. C'est justement pour ça que c'est important de le faire tuer Zod dans ce film. Et vous vous plaignez parce que vous n'approuvez pas ce que le film ne veut même pas que vous approuviez. Le seul reproche que je veux bien entendre à propos de cette scène, c'est la scène juste après. Non, j'ai tué un de mes semblables. Les regrets m'envahissent. J'étais pas triste pour truc, là, celui qui avait une barbiche, là. Bof, on s'en fout, c'était un connard de toute façon. Je vais me faire chier les militaires, tiens. Mais bon, malgré tout ça, le film est quand même très bon. Il est bourré d'excellentes idées qui montrent qu'on peut reprocher tout ce qu'on veut à Snyder, Nolan, Goyer ou le reste de l'équipe, mais ils ont vraiment compris Superman, bien plus que ses fans.
Pourquoi personne ne croit en lui dans un monde post-11 septembre? Comment on peut faire pour le rendre intéressant à des spectateurs qui ne l'aiment pas? Ses dilemmes, son fardeau et tout ce qu'il représente. Des thèmes bien menés dans l'ensemble, bien interprétés et qui malgré l'aspect pessimiste restent fun et créatifs durant les scènes d'action. Une demi-heure de plus aurait corrigé pas mal de problèmes pour en faire un vrai grand film de super-héros. Peut-être pas à la hauteur de Dark Knight ou de Spider-Man 2, mais la proposition et la passion pour le projet compensent largement. Et malgré ça, je me méfie de la suite. Autant il y a l'air d'avoir toujours d'excellentes idées de l'exploitation des thèmes autour de nos héros, et je continue à défendre Ben Affleck en Batman et le reste du casting, mais je me méfie quand même du film. Chaque bande-annonce laisse pressentir plus de bordel dans un projet qui semble déjà bien chaotique à cause de la Warner qui est trop pressée de lancer leur Avengers. Et pour l'instant, les scènes spectaculaires dans ces bandes-annonces ne m'impressionnent pas. Pour une bande-annonce censée montrer des tas de money shots cool sur un combat promis comme étant épique et mythologique, ça le fout mal quoi. Tortue Ninja 2 me donne plus envie quoi, merde. Ah et aussi... Arrêtez vos conneries de fanboy à base de « Oh mais qui c'est qui va gagner ce combat ?» Déjà parce qu'on est sûr et certain que nos deux héros vont finir par s'unir pour combattre un ennemi commun, on n'avait même pas besoin de la bande-annonce pour le savoir, mais aussi... Superman va gagner! Parce que comme l'a dit Stan Lee, c'est l'auteur qui décide qui gagne durant un combat comme ça. Et l'auteur, Zack Snyder, est clairement du côté de Superman. Donc, Superman va gagner. Donc, que ce soit pour savoir qui est le plus fort entre Superman et Batman, ou pour les critiques que j'ai évoquées, fermez-la! Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, et n'hésitez pas non plus à déposer un don pour soutenir l'émission sur mon compte Tipeee, où vous aurez des contreparties comme des badges, des t-shirts ou des choix de sujets pour des petites vidéos. Merci encore pour votre soutien, et à bientôt sur Fermez-la.